Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. Et je vous propose une petite leçon d'histoire. Une petite leçon d'histoire du mouvement wallon, leçon un peu critique, sans doute nous le verrons. Et c'est grâce à la publication très récente d'un livre d'Hervé Asquin que nous allons mener cette petite leçon. Cet ouvrage s'intitule « Les séparatistes wallons et le gouvernement de Vichy 1940-1943 », ouvrage publié sous l'égide de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique. Alors j'ai bien entendu invité Hervé Asquin, qui est à côté de moi. Je vais essayer de rappeler tous vos titres, Hervé Asquin. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université libre de Bruxelles et c'est en tant qu'historien que vous avez rédigé cet ouvrage. Vous avez été recteur de l'université, président de l'université, plusieurs fois ministre dans le gouvernement bruxellois et puis ministre-président de la communauté française. Vous êtes aujourd'hui député fédéral, mais vous êtes aussi membre de l'Académie royale de Belgique qui a publié votre livre. Alors j'ai invité un peu un contradicteur, un spécialiste du mouvement wallon, un ancien haut fonctionnaire en la personne de Jacques Rogissard. Vous êtes là un petit peu, Jacques Rogissard, aujourd'hui, pour nous éclairer sur ce mouvement wallon et sur la personnalité de Georges Thônes, qui est au fond la personnalité centrale dans votre livre, Hervé Asquin. Oui, Georges Thônes, personnalité liégeoise éminente, qui était une personnalité remarquée, appréciée et dominante dans le paysage liégeois déjà des années 30 au sein du mouvement wallon. C'est quelqu'un qui n'a jamais caché ses sympathies francophiles, qui était indiscutablement... Française. Oui, j'allais dire. Donc française, et donc favorable au rattachement de la Wallonie à la France. C'était un grand imprimeur, il était mécène, il était surtout aussi président des amitiés françaises, ce qui lui a permis de faire venir à Liège énormément de personnalités. Et c'était quelqu'un qui était tellement impliqué dans la défense de la cause wallonne, de la cause de la France face au nazisme, à Hitler, etc., qu'il a aussi participé à l'action des services secrets français à la fin des années 30, évidemment pendant ce qu'on appelait la drôle de guerre en 39-40. Voilà pour camper le personnage. Oui, une seconde question. Sa formation initiale, ses tendances politiques, comment, à part bien sûr son engagement dans le mouvement wallon, comment se définissait-il ? Mais écoutez, c'est quelqu'un qui avait une formation en sciences commerciales, c'était donc un homme d'affaires. Je vais dire, il est difficile de l'étiqueter idéologiquement. Pas libéral, pas socialiste, pas catholique. Je dirais, C'était un libéral. oui, plutôt libéral, semble-t-il, mais en tout cas un bourgeois conservateur, ça c'est indiscutable. Mais il y avait une chose qui l'emportait sur toute autre considération chez lui, c'était la volonté de rassembler tous ceux et celles qui avaient comme priorité un avenir de la Wallonie avec la France. Je crois que c'était ça. Et donc, il transcendait aisément tous les courants politiques, que vous soyez catholique, que vous soyez libéral, que vous soyez socialiste. Et on voit même qu'en certaines circonstances, alors qu'il les détestait, qu'il peut aider un certain nombre de communistes ou ex-communistes qui sont en difficulté. Alors, vous avez déniché une valise. Alors, je vous ai envié en tant que chercheur. Voilà, un chercheur qui trouve une valise remplie de documents. Et ces documents vous prouvent, et vous le dites, je pense, au début du chapitre intitulé « L'Omerta », que Georges Thônes a collaboré. Oui. Alors, expliquez-nous sa collaboration. Entendons-nous par ce qu'il faut entendre par collaboration. D'abord, c'est pas de grêle. Non. Nous sommes pendant la guerre. Georges Thônes est réfugié à Nice et il entretient des rapports particulièrement privilégiés avec un certain nombre de personnalités de Vichy. Personnalités qu'il avait d'ailleurs rencontrées à Liège, dont l'ancien consul général à Liège, devenu haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères à Vichy. Et vous avez dit qu'il faisait partie des services secrets français Oui, avant-guerre, donc il avait gardé des liens. Non, il ne faisait pas partie, il était était un honorable correspondant. Voilà. Oui. Vous nous expliquerez la différence. Dans le jargon du moment, on parlait d'honorable correspondant, mais enfin, donc c'est quelqu'un qui... il avait des points de chute à Vichy. Ah oui, oui.
Et donc, des personnalités, je vais dire, importantes. Il avait eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Il était apprécié, évidemment, présenté à juste titre, comme un défenseur intraitable des intérêts de la France. Par ailleurs, c'était, comme beaucoup de Belges, comme beaucoup de Français, un admirateur inconditionnel du maréchal Pétain. Pétain, vainqueur de 14-18. C'est le vainqueur de 14-18. Et donc, dans la tourmente de 40, Tone, entouré de quelques Wallons, j'ai dire non suspects à ses yeux, des gens dont il est convaincu qu'ils aiment la France et qui sont réfugiés et qui risquent de se retrouver en difficulté d'ailleurs s'ils retournent en Belgique, tente toute une série de démarches en vue de profiter des circonstances pour amener la France à faire part de son désir d'annexer la Wallonie. La France de Vichy. La France de Vichy. Pourquoi? Mais parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un jour un traité de paix entre la France et l'Allemagne. Il y aura négociation et échange. Et Tone, montrant en cela d'ailleurs ses limites en matière de sciences politiques, estime que l'Alsace-Lorraine, c'est quelque chose de perdu. Il est prêt à sacrifier les colonies, etc. Il dit, finalement, la plus belle compensation que la France puisse avoir, c'est la Wallonie. Or, entre nous, l'expérience montrera que les Français, ce à quoi ils s'intéressent, c'est l'Alsace-Lorraine, et on ne compare pas la Wallonie et l'Alsace-Lorraine. Et ceux, d'ailleurs, qui feront un jour des propositions tentant d'appâter les Français sur le thème du rattachement de la Wallonie à la France, ce seront les Allemands, mais pas le gouvernement français. On a suffisamment d'archives et de délibérations en la matière. Donc ce que Tone fait, c'est mettre le doigt dans un engrenage où il se contente d'abord, dans un premier temps, d'introduire des mémoires pour défendre sa thèse, et puis on n'a rien sans rien. On connaît l'amour de l'homme pour la France, on se rend compte qu'il est prêt à faire beaucoup de choses, c'est l'action de sa vie. Et donc progressivement il met le doigt, puis, j'ai dire, la main, le bras, et il y passe tout entier. Il en arrive véritablement à collaborer, à donner énormément d'informations au régime de Vichy, j'ai dire même à trahir un certain nombre de ses amis qui sont à Londres, dont il donne la correspondance au gouvernement de Vichy, etc. Et ce qui, évidemment, déçoit, c'est que Tone, finalement, ne se rend pas compte suffisamment que le régime de Vichy présente un certain nombre de tares. Ces considérations en faveur du rattachement à la France l'emportent sur toute autre considération. Et il ne voit pas la réalité du régime de Vichy où il s'en moque. Il faut tout de même savoir que le régime de Vichy, ce sont les lois anti-juives, c'est un régime fascisant, répressif, etc. Je veux dire, c'est quelque chose qui finalement ne lui importe guère. Mais, donc, quand je parle de collaboration, c'est une collaboration avec un régime de Vichy qui est un régime malsain, mais par ailleurs, ne nous méprenons pas, Tone, comme tous ses amis, sont violemment anti-nazis, violemment anti-rexistes, violemment anti-léopoldistes et anti-belgicains, pour reprendre une expression qui revient souvent sous leur plume. Donc pas d'allégeance à l'Allemagne, et on ne retrouve pas en Wallonie la situation de la Flandre, où le VNV ou d'autres groupes font allégeance, eux, aux nazis. Ça, il y a une ligne de démarcation très nette. Il ne faut pas confondre. Vous dites vous-même, il est hostile au nazisme. Ah oui, oui, oui. C'est un adversaire résolu des nazis. Il vomit les nazis. Il parle d'ailleurs du monstre hitlérien mécanisé, de la culture des tanks et du lance-flammes. Enfin, il n'y a pas d'expression assez péjorative pour décrire le régime allemand. Alors, cette collaboration, vous dites dans votre livre, il reçoit des fonds, bien sûr une collaboration donc d'ordre financier, mais est-ce qu'il y a véritablement collaboration politique de la part de Georges Tone à l'égard du maréchal Pétain et des ministres qui entourent le maréchal et qui sont à des degrés divers, hein, il faut le savoir, des gens engagés dans la collaboration avec l'Allemagne. Hein, tous les ministres n'ont pas la même opinion à cet égard. Non, mais oui, il y a une collaboration politique. Il y a une collaboration politique, puisque on voit, j'allais dire, à plusieurs reprises, il s'exprime en la matière dans sa correspondance. Tone est admiratif de la révolution nationale qui est menée par le maréchal
Pétain. D'esprit catholique, d'esprit corporatiste. Oui, mais donc, comme il se dit, moi je suis un vieux bourgeois conservateur et je trouve qu'il y a là une volonté de renaissance de la France et l'effort qui est fait en France sous l'égide du maréchal Pétain m'éblouit chaque jour davantage. Donc, il est plein d'admiration pour ce qui se passe. Alors, je vous dis que le doute soit permis en 40, qu'il le soit peut-être encore en 41, mais tout de même, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Ne pas avoir perçu, lui qui est tout de même un homme intelligent, en 42, les vices rédhibitoires, intrinsèques du régime de Pétain, ça pose un problème. Au contraire, il se rend compte à ce moment-là que la presse clandestine pro-française, en Belgique et en région de Liège, dans ses éditoriaux, égratigne parfois le maréchal Pétain. Souvent. Que fait-il? Oui, mais je parle, ça dépend des périodes. Oui. À cette époque-là, pas encore. Que fait-il? Que fait-il? Eh bien, il mobilise une partie des intellectuels et des journalistes qui étaient avec lui dans le milieu de la France, qui sont rémunérés, qui survivent, grâce à l'intervention de Tone. Ça, c'est indiscutable. Grâce à l'argent qu'il reçoit de Vichy. Oui, et grâce aussi, sur ses fonds propres, parfois il les aidait, mais aussi ici, en l'occurrence, l'argent de Vichy. Il leur demande de préparer toute une série d'articles. Ces articles, on les a conservés, je les ai intégralement. Et là, ça permet une lecture très politique, effectivement. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il souhaite? Et c'est là qu'on voit apparaître clairement, et nous sommes à ce moment-là en janvier, en février et en mars. C'est très critique à l'égard des Anglais, n'est-ce pas? C'est ça, j'allais vous poser la question. Les Anglais, comment les considèrent-ils? Les Anglais, ils ne les aiment pas. Mais ça, j'ai dire qu'il y a une tradition de méfiance à l'égard de l'Angleterre, mais ici, nous sommes tout de même en guerre. Il y a, au même moment, à Liège, vous avez des groupes de résistance très pro-anglais, vous avez une presse clandestine très pro-anglaise et pro-gaulliste. Il faut s'en souvenir. Mais chez Tone et chez un certain nombre de personnes qui l'entourent, j'ai dit, on en reste à des affirmations un peu simplistes, qui correspondent peut-être à la réalité, mais qui, dans le contexte d'une guerre, sont un peu simplistes. L'Angleterre, et si l'Angleterre gagne la guerre, quelle est la menace? Après tout, l'Angleterre, c'est elle qui a garanti, en 1830, l'existence de la Belgique. La France aussi. Oui, la France aussi, mais l'Angleterre aussi. Donc, si l'Angleterre gagne, parce que si l'Angleterre gagne, ça veut dire quoi? C'est la garantie de la continuation de la Belgique. C'est la continuation de la Belgique. C'est la continuation de la monarchie. Et donc, si pas de Léopold III, d'au moins un de ses héritiers. Et donc, dans le droit fil, c'est la continuation de la domination de la Flandre sur la Belgique. Donc, il y a tout cet arrière-fond intellectuel et historique qui explique aussi, les défaillances d'un Tone en pleine guerre. Parce que je dirais que moi, mon problème n'est pas de me prononcer dans un livre comme celui-là sur le fait qu'on soit rattachiste ou pas, c'est une question d'opinion. À partir du moment où il y a une majorité, en plus... Puis vous faites de l'histoire. Je fais de l'histoire. Simplement, pour défendre ces idées, il y a tout de même des moments et des époques qui sont moins convenantes que d'autres. Ici, nous sommes en pleine guerre, le pays est occupé, il y a tout de même des gens qui mènent la guerre contre le régime nazi à l'extérieur. Étaient-ce les circonstances les plus favorables pour négocier l'éclatement de la Belgique et le rattachement de la Wallonie à la France, avec par ailleurs un régime dont les faiblesses et les crimes étaient déjà connus? Ma réponse, elle est claire, elle est non. Et c'est pour ça que, à sa façon, sans avoir de crimes de sang sur les mains, sans avoir collaboré avec les hitlériens ou les rexistes, Tone, à sa façon, a collaboré. Alors, je vais vous poser à tous les deux la même question. Collabo ou maladroit? Surtout une immense naïveté de la part du personnage. Vous l'avez connu, Monsieur Asquin, je l'ai très peu connu, je ne peux pas en témoigner, mais Monsieur Asquin a établi lui-même dans son dossier, n'est-ce pas, qu'il est inconcevable qu'un homme moyennement doté d'intelligence, par surcroît patriote français, ait pu envisager que l'Allemagne allait permettre l'annexion de la Wallonie avec son industrie de l'époque et doter ainsi la France d'un instrument de revanche extrêmement puissant.
Par ailleurs, le troc entre la Wallonie et l'Alsace-Lorraine n'eût-il pas été chimérique, était absolument indigne. Donc, moi, il n'y a personne dans le mouvement wallon actuel, et même chez nos devanciers, qui défend cette politique de Tone, n'est-ce pas? Mais de là à en faire un monstre, ce que ne fait pas d'ailleurs le professeur Asquin, il y a de la marge. Tone insiste tout au long de la période couverte par le livre sur la nécessité finalement que l'Allemagne soit vaincue. Mais il ne sait pas exactement si elle sera vaincue, donc il cherche son chemin de façon stupide, je suis le premier à le dire. Est-ce qu'on pourrait dire trop opportuniste? L'opportunisme n'était pas dans le caractère du personnage. Non, c'était vraiment de l'aveuglement envers la personne du maréchal, comme l'a dit Hervé Asquin. L'idée que finalement la France passait par-dessus tout et que, puisque le pouvoir français à l'époque était celui de Vichy, c'était avec lui qu'il fallait collaborer. Mais où je suis en désaccord total avec Hervé Asquin, c'est quand il mêle à cette politique de Tone le mouvement wallon. Car celui-ci a été gaulliste dès l'origine, n'est-ce pas? Dans le livre d'ailleurs du professeur Asquin, on voit le facsimilé d'un bulletin de Wallonie libre qui, si j'en juge par le texte, doit dater de la fin 1940 ou du début de 1941. Et on voit très bien que le symbole qui figure à côté du titre est le coq wallon posé sur la croix de Lorraine, ce qui en dit long. D'autre part, les fondateurs du mouvement, et ça date de juin 1940, le professeur Gotovitch a d'ailleurs reconnu Wallonie libre comme un des premiers mouvements de résistance au nazisme pendant l'occupation. Dès qu'ils ont appris l'appel du général de Gaulle, et ça n'est pas, contrairement à la légende, le 18 juin 1940, au contraire, il y a là une coïncidence sublime, n'est-ce pas? Les quelques militants wallons se réunissent autour de l'aigle blessé de Waterloo, le jour même où le général lance son appel de Londres, mais forcément en l'ignorant, n'est-ce pas? C'est absolument magnifique, alors que tout s'écroule autour d'eux. La France n'a même pas encore capitulé. Et ils décident de continuer la lutte parce qu'ils se rendent compte qu'une victoire de l'Allemagne, c'est la fin de la Wallonie, c'est évidemment la fin de la cause wallonne, c'est aussi la fin de la France. Donc, je ne peux pas suivre mon ami Hervé Asquin lorsqu'il veut tremper le mouvement wallon dans les erreurs méthodologiques, dirons-nous, de Tone. Personnage sur lequel il y aurait des choses d'ailleurs à dire aussi. Je vais donner la parole. Oui, je vous en prie. Donc, je n'ai pas voulu mouiller ou tremper le mouvement wallon, mais ce que je montre, et c'est un des aspects nouveaux aussi intéressants de l'ouvrage. Vous me permettez de faire l'article. Mais je vous en prie. Mais il paraît, Hervé Asquin, qu'il se vend bien, votre livre. Oui, tout à fait. Tant mieux. N'est-ce pas? C'est que, d'abord, quelques personnes ne sont pas tout le mouvement wallon. Et il y a Wallonie libre, mais il y a quelques personnes qui, à Wallonie libre, occupent davantage de responsabilités que d'autres. Ils sont, et en soi c'est leur problème, rattachistes. Et ils partagent à cet égard les mêmes idées que Tone. Mais ce que je montre dans l'ouvrage, c'est qu'en fait, pendant au moins 2 ans et demi, un certain nombre d'entre eux gardent 2 fers au feu. Ils sont au courant des négociations menées par Tone. Ils l'encouragent même, puisqu'ils se voient régulièrement. Tone monte à Paris et reçoit des visiteurs liégeois qui lui remettent des mémoires, qui lui remettent des informations, etc., dont ils savent très bien que ces informations sont remises au gouvernement de Vichy. Et il y a donc là tout un échange d'informations. Donc, il y a un moment d'hésitation. Et il y a beaucoup d'archives
qui ont disparu ou qui ont été brûlés, mais Tone est un maniaque de la conservation. S'il n'avait pas été un maniaque de la conservation, vous n'auriez pas eu votre je valise. n'aurais pas trouvé cette valise, parce qu'il a déposé des milliers de lettres, de documents aux archives du mouvement wallon, sauf une valise qu'on a retrouvée dans les débris d'une maison un jour et que quelqu'un m'a apportée. Et cette valise-là est la valise clé, puisque c'est elle qui éclaire un pan important de la vie du personnage. Alors, on susurrait, on murmurait un certain nombre de choses, mais c'est vrai qu'il n'y avait plus aucune preuve matérielle. Ces preuves matérielles, je les ai retrouvées. Mais c'est là où je me permets d'être en désaccord avec vous également. Moi, quand j'étais tout jeune militant wallon, dans les années 50, on parlait de ça tout à fait librement, n'est-ce pas? Victor Van Michel, le président du Parti d'unité wallonne, que vous citez à plusieurs reprises, le Maurice Bologne, Raymond Collet, tous ces gens m'expliquaient les tractations de Tone avec le régime de Vichy. C'était vraiment pas un secret, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils n'expliquaient pas, c'est qu'indirectement, ils y participaient, parfois les cautionnaient. Parce qu'écoutez, sur ce point-là, je vous me permettrai de vous reprendre. J'ai tout de même trouvé un document intéressant dans la valise de Tone. Plus d'un, me semble-t-il. Mais notamment un du directoire de Wallonie Libre qui se réunit une des premières fois en mai 1941. Et dans ce document, que dit-on? Ça confirme, mais on doit être... Ceux qui écrivent ça et diffusent ça, un certain nombre de responsables, ils ne sont que quelques-uns, 6-7, à être au courant de ce que fait Tone et avoir les contacts avec Tone. Mais on dit, attention, soyons attentifs, il se mène pour le moment, nous sommes certains de ce que nous avançons, des négociations en France, et il n'est pas exclu que ces négociations, et nous tenons nos informations de bonne source, évidemment, Tone, il n'est pas exclu que cela aboutisse au rattachement de la Wallonie à la France. Et donc, par conséquent, préparons-nous à préparer les opinions. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a là un divorce entre nous, entre certains dirigeants de Wallonie Libre et l'opinion wallonne. Parce que les quelques dirigeants dont je parle en question et qui tiennent de fer au feu, ils se rendent bien compte, et c'est en partie leur problème, que les Anglais sont très populaires dans l'opinion publique, et qu'il y a un soutien à De Gaulle. Et il y a eu des luttes internes qui se voient d'ailleurs dans un certain nombre de numéros du mouvement wallon des années 41-42, où une fois, c'est un discours ou un texte ou un tract un peu pétiniste, une autre fois, c'est plutôt De Gaulle. On voit qu'il y a des, des influences qui se contrebattent. Il y a des courants. Je ne peux pas laisser passer ça. Vous avez la parole, Jacques. Aucun des documents que vous publiez n'accrédite l'idée, n'est-ce pas, qu'il y ait eu des tracts pétinistes dans le mouvement wallon. Et quant au procès-verbal du directoire de Wallonie Libre que vous citez très opportunément, qu'est-ce qu'on y lit? Moi, je me réfère à votre livre et à rien d'autre. Que le directoire est informé, effectivement, qu'il y a une perspective de rattachement à la France. Il ne fait pas de doute, je vous l'accorde, que la source de l'information, c'est Georges Tone, bien entendu. Mais fallait-il que le directoire reste inattentif à une nouvelle de cette importance? Tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut y réfléchir, il faut se préparer à ces nouvelles circonstances. Même si nous sommes en guerre. C'est ça le problème. Mais ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas ce que dit le texte que vous reproduisez. Car à aucun moment, d'après les documents que vous citez, et vous prenez d'ailleurs soin de préciser que Tone a essayé d'influencer la presse clandestine du mouvement wallon, et que jamais il n'a pu réussir à y introduire la moindre nuance. Vous l'avez démontré vous-même, et j'aime d'ailleurs bien que vous le confirmiez maintenant, il n'a pu y introduire une quelconque référence d'amitié envers le régime de Vichy. J'ajouterai d'ailleurs que ça, toujours sur la foi de vos documents, qui, je me permets de le dire, n'ajoute pas grand-chose à la mémoire qu'a le mouvement wallon de Georges Tone. Hein. Jamais, donc, dans les sujets qu'il propose à cette presse clandestine ou dans les articles qu'il essaie d'y introduire, il n'y a autre chose
que des cris d'amour envers la France éternelle et envers la nécessité de ne pas perdre confiance en elle. Alors nous parlons abondamment de Georges Tone, mais je voulais vous poser une question, Hervé Asquin. Il n'est pas tout seul dans sa position à Nice. Et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir tout de même ce que j'ai appelé l'omerta. C'est un homme extraordinairement habile, un manipulateur extraordinaire, et il fait vivre dans sa dépendance environ 25 personnes, des journalistes, des intellectuels, qu'il rétribue. toutes familles politiques confondues. Hein. Notez bien ceci. Je dis bien toute famille politique confondue. Y compris des unitaristes patentés. Oui. Toutes familles politiques confondues, mais qui sont francophiles ou très attachés à la France. Vous avez là des hommes politiques libéraux, des hommes politiques socialistes, essentiellement de Liège et de Charleroi, mais dont beaucoup d'entre eux sont journalistes. À la Meuse, à la Nouvelle Gazette de Charleroi, voire au Pourquoi pas, n'est-ce pas? Et donc, il les tient d'une certaine façon. Et ces gens ont bénéficié de ces bienfaits. Et dans ceux qui sont à Londres, il y en a quelques-uns qui étaient d'abord passés par la zone sud, qui parfois pendant 6 mois ou 1 an ont bénéficié des largesses de Tone avant de passer à Londres. Et donc on comprend que globalement, beaucoup de gens aient eu intérêt à taire ce qui s'était passé, d'autant qu'à ce moment-là, pour des raisons que l'on connaît tous, le mouvement flamand, lui, était couvert d'opprobre parce que lui avait collaboré avec les nazis. Eh bien, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait faire une seconde émission parce qu'il y a des tas d'aspects qu'on n'a pas abordés au cours de cette émission-ci, mais j'invite évidemment les amis qui nous regardent à lire l'ouvrage d'Hervé Asquin intitulé « Les séparatistes wallons et le gouvernement de Vichy 1940-1943 », ouvrage publié dans la classe des lettres, par la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.